Bonne journée. Le film inspiré d'une histoire vraie s'ouvre sur un cerf-volant qui vole librement au-dessus d'une ville de Corée du Sud. Et dans cette ville vivait une fillette vive et très curieuse, prénommée Son, qui n'avait pas encore dépassé l'âge de 8 ans. Et pourtant son intelligence dépassait largement son âge, et Son allait chaque jour à l'école avec son ami proche, Suk. Et un matin, Son demanda à sa mère de lui attacher les cheveux pour se préparer à une nouvelle journée d'école et par souci d'élégance. Mais la mère était occupée par les tâches de la maison et la préparation du repas, et ne trouva pas le temps de l'aider, tandis que le père le remarqua et intervint calmement, et s'en chargea lui-même, et attacha les cheveux de Son. Puis la petite commença à se préparer pour aller à l'école. Mais la pluie tombait abondamment dans le quartier. Alors la mère demanda à sa fille d'y aller seule ce jour-là. Et il apparut que la mère n'était pas négligente, mais toujours accablée par son travail et ses responsabilités. Et ils convinrent donc que Son courait jusqu'à l'école. Et la mère lui recommanda de prendre la route principale, car elle était plus sûre que les ruelles et les rues secondaires. Son parti vers l'école, mais ses camarades l'avaient déjà devancé. Et pendant qu'elle marchait, un homme l'observait de loin, sans qu'elle ne le remarque, puis le récit revient au cerf-volant, qui volait au début du film. Et le voilà maintenant jeté à terre et trempé d'eau, comme s'il symbolisait l'état de la petite Son, dont un homme s'approche, et tente de l'amadouer en commentant son parapluie et en insistant pour qu'elle le partage avec lui. Mais Son était tendue et refusa poliment, et indiqua qu'elle était en retard à l'école. Puis elle se retourna et remarqua qu'elle s'en était approchée. Mais l'intensification de la pluie lui fit trouver la cour presque vide, après que la plupart des élèves furent déjà entrés. Et l'instant suivant, la scène bascule dans une sauvagerie chaotique où l'on voit des objets brisés. Un parapluie détruit un sac, une chaussure, et des affaires éparpillées partout. Puis son appareil est tendu dans un endroit désert, blessée et tremblante, et elle tente de rassembler le peu de force qui lui reste pour atteindre son téléphone et appeler à l'aide. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive pour transporter Son à l'hôpital. Et lorsque la mère de Son y parvient, elle s'effondre totalement, et toute sa capacité à tenir bon s'évanouit lorsqu'elle voit le corps de sa fille détruit et couvert de blessures. Et le corps de Son était le témoin de la sauvagerie de l'agression qui ne s'est pas arrêtée au mal, mais a aussi continué par des coups qui ont failli lui coûter la vie, et sans sa survie qui tenait du miracle, Son ne serait pas resté en vie. Puis les médecins confirment que l'enfant a besoin d'une opération pour continuer à vivre. Et après l'opération, ils expliquent à la mère que Son a subi des dommages énormes, et qu'ils ont dû retirer de grandes parties de l'intestin et les tissus abîmés nécessaires en posant un substitut artificiel. Puis ils ajoutent une nouvelle plus cruelle encore, en installant une poche médicale artificielle qui accompagnera Son pour le reste de sa vie. Et cette poche artificielle sert à évacuer les déchets. Le choc n'était pas de simples nouvelles médicales lourdes, mais un fardeau psychologique écrasant pour les parents, non seulement parce que l'enfant aurait besoin d'une prise en charge épuisante, mais parce que l'idée de ce qui lui était arrivé déchirait leur cœur et les laissait briser de l'intérieur. Et lorsque Son commença à reprendre conscience, le père s'assit à ses côtés et sa fille le regarda et lui demanda s'il était allé travailler ce jour-là. Et cette question déchira ce qui restait de sa solidité. Et il ressentit une culpabilité étouffante parce qu'il n'était pas là pour la protéger comme il le lui promettait toujours. Puis Son lui demanda d'une voix faible d'attraper l'homme qui lui avait fait cela. Et elle lui décrivit une partie de ce dont elle se souvenait de lui, comme le fait qu'il portait un pantalon à nombreuses poches. Mais le père tenta de la calmer et lui demanda de se reposer et de ne pas penser pour l'instant au criminel. Mais Son avait peur de dormir, de perdre les traits de l'agresseur de sa mémoire, et au fond d'elle-même une envie torrentielle la poussait à ce qu'il soit arrêté et puni, et peu après l'épuisement l'emporta. Et elle s'endormit tandis que le père luttait pour maîtriser ses émotions, puis il sortit de la chambre sans s'effondrer devant elle. À l'extérieur de la chambre, un officier informa le père qu'ils avaient délocalisé le suspect responsable des souffrances de sa fille. Son et le père se précipitant vers le commissariat pour voir ce qu'ils en allaient faire, mais il fut choqué lorsqu'on lui dit que les preuves ne suffisaient pas pour l'arrêter maintenant et qu'il devait donc attendre la déposition de l'enfant pour qu'elle soit la preuve décisive. Alors la mère brûla de douleur et de colère en entendant cela, car elle ne veut pas que sa fille grandisse en portant la marque de l'agression et ses séquelles, et elle ne veut pas non plus que le criminel échappe au châtiment. Puis les époux se disputèrent dans un moment de faiblesse et de brisure, et leur querelle était le reflet de leur effondrement psychique et de leur tentative désespérée de s'accrocher à ce qui restait d'équilibre. Et au milieu de cela, une policière intervint et demanda au père de rentrer à la maison et de rassembler les jouets de Son pour les apporter à l'hôpital en lui expliquant qu'une psychologue avait été désignée pour suivre son état et que le traitement inclurait le jeu afin de reconstruire chez sa fille Son le sentiment de sécurité et de confiance.
le père retourna à la maison et prit avec soin le jouet préféré de sa fille, en s'accrochant à l'idée qu'il pourrait être un fil d'espoir qui la relierait de nouveau à la vie et à l'hôpital. La psychologue commença ses séances en essayant de se rapprocher de son en jouant avec elle, et lorsque la fillette reçut son jouet, un petit souffle apparut sur son visage, et cela suffit à annoncer le début d'un long chemin vers la guérison. Et avec le temps, le comportement de son retrouva une part de sa nature. Alors la psychologue passa à des questions légères que la police enregistrait en sa présence. Puis elle montra à son des photos de personnes différentes une à une, et quand les yeux de son tombèrent sur la photo de l'agresseur, elle ferma vite les yeux tant la terreur était forte. Alors la psychologue comprit sans mots que c'était l'homme visé, et pour confirmer sans injustement accuser quelqu'un, on présenta d'autres photos en miniature en changeant la place de l'image au sein d'un groupe de photos. Esson leva difficilement sa main tremblante, et désigna du doigt celui qui avait détruit sa vie, et ainsi la police eut les preuves nécessaires pour l'arrêter. Avant de partir, la psychologue dit au père que sa fille a besoin de temps et de soutien pour se rétablir psychiquement et mentalement avant la guérison physique, et que le plan de rétablissement ne s'accomplira qu'avec la participation de la famille et leur présence constante près d'elle, et elle lui remit une carte de contact en lui confirmant qu'il pouvait l'appeler à tout moment. Tandis que la mère écoutait et qu'en elle se mêlèrent colère, tristesse et frustration, elle refusa de recevoir de l'aide et rendit la carte à la psychologue avec nervosité, et en même temps la police réussit à arrêter l'agresseur, et les nouvelles se répandirent bon de vite, et l'hôpital se remplit de journalistes. Alors le père se hâta de protéger sa fille de la folie de la couverture médiatique qui pourrait transformer la tragédie en matière plus dramatique et lui causer un nouveau tort puis. Son fut transféré dans une autre chambre, le père tenta de rassurer sa fille. Son aide allégeait sa douleur, et tandis qu'il l'aidait, la poche médicale se remplissait et commençait à se salir. Alors il se dépêcha de la nettoyer et de changer les vêtements de sa fille. Mais le simple fait de la toucher déclencha en elle un choc et un trouble de stress post-traumatique, et une crise de panique l'envahit, et les images de l'agression revinrent, comme si elle se projetait à nouveau devant elle. Alors le père recula de quelques pas en tremblant de tristesse et de colère qui lui déchiraient là le cœur lorsqu'il comprit que les cicatrices laissées par le criminel étaient bien plus profondes qu'il ne l'imaginait, et la nuit quand le père revint rendre visite à son, il la trouva recroquevillée sous un tissu avec lequel elle se cachait. Alors il essaya de tenir bon, et lui dit doucement que sa mère était malade et pourrait ne pas pouvoir la visiter temporairement, et il indiqua que la famille attendait un nouveau bébé qui serait son frère. Mais Sandre resta silencieuse et ne répondit à rien. Alors le père sut que sa peur de lui après l'incident du toucher lui brisait le cœur, et pourtant il tenta de la rassurer en disant qu'elle n'avait pas besoin de se cacher de lui, puis il quitta la chambre calmement en étant psychiquement brisé. Les factures de l'hôpital augmentèrent jusqu'à ce que le père lutte pour assurer le coût d'un seul jour, et ses économies furent épuisées parce qu'il avait cessé d'aller au travail plus qu'il passait tout son temps à prendre soin de sa fille. Alors il appela un vieil ami qui travaillait avec lui, et celui-ci le soutint et lui promit de reprendre ses tâches jusqu'à ce que sa situation s'améliore, et après quelques jours commencèrent les audiences du criminel qui nia les accusations portées contre lui et prétendit qu'il travaillait sur un chantier jusqu'à tard le jour de l'incident, puis qu'il était rentré et avait bu de l'alcool et s'était endormi, et il insista sur le fait qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé, mais la police lui présenta des preuves solides qui l'incriminaient dont des traces du sang de la fillette sur ses vêtements et la correspondance des échantillons de terre du lieu du crime avec la terre sur sa chaussure. Alors l'accusé prétendit que sa chaussure avait été volée et qu'il l'avait retrouvée devant sa maison avant l'arrivée de la police, et il les accusa de vouloir lui monter l'affaire, et parmi les présents l'ami du père était furieux de ce mensonge et il perdit ses nerfs et ôta sa chaussure et la lança sur l'accusé en criant qu'il était trop vil pour être appelé un être humain. Alors le chaos envahit la salle d'audience, tandis que la police tentait de calmer la situation. De l'autre côté, les tentatives de soutien psychologique à son se poursuivaient à l'hôpital, où certaines personnes vinrent déguisées en personnages de dessins animés pour la rendre heureuse. Et cela venait de l'initiative de la psychologue et même le propriétaire des costumes lorsqu'il comprit la difficulté financière du père de son, lui donna gratuitement le costume du personnage du jouet préféré de sa fille, à condition qu'il le lui rende lorsque son état s'améliorerait, puis le père entra auprès de sa fille en portant le costume du personnage Cocomon qu'elle aimait tant, et son fut heureuse et serra le personnage dans ses bras avec sincérité, car elle ne voyait pas le père mais son héroïne de dessin animé, et elle ressentit un peu de joie. Et avec le temps, la psychologue parla à son de l'approche de la fin des vacances d'été et du retour à l'école, et elle lui demanda si elle souhaitait y retourner mais son refusa rapidement, parce qu'elle avait peur que ses camarades aient appris ce qui lui était arrivé, car les affronter la mettrait dans un grand embarras. Quand on demanda à son ce qu'elle ressentait à l'hôpital, elle dit qu'elle se sentait coupable parce que ses parents ne pouvaient ne pas aller au travail et parce que les factures s'accumulaient et alourdissaient le fardeau de son père, et elle ne voulait pas que quelqu'un souffre à cause d'elle. Et pourtant, elle avait envie d'aller à l'école,
mais elle restait apeurée par le regard des autres. Et 2 jours plus tard, sont sortis de l'hôpital, et le père et la mère vinrent la ramener à la maison. Mais la fillette évitait encore son père et n'osait même pas le regarder. Alors le père plaça un rideau entre lui et elle dans la voiture pour ne pas augmenter sa peur de lui. Et lorsqu'ils passèrent près du lieu de l'incident, le cœur de son s'emballa et elle ressentit une oppression étouffante et son état psychique faillit se détériorer. Alors le père accéléra la voiture pour s'éloigner rapidement de l'endroit et la protéger du retour du traumatisme et à leur arrivée à la maison. Son et sa mère remarquèrent quelque chose qui illumina leur cœur, car sur la porte de la boutique de la mère et sur les murs, se trouvaient de nombreux papiers portant des mots encourageants et des messages gentils laissés par les amis de son et par son enseignante, et le visage de la fillette s'illumina d'une vraie joie. Le lendemain matin, l'ami proche de son arriva étouffé par le remords et en pleurs, en croyant que s'il l'avait accompagné ce jour-là, rien ne lui serait arrivé. Alors le père consola ses sentiments et lui expliqua que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute, puis les messages de soutien et les cartes continuèrent d'arriver à son, dont la confiance en elle augmenta un peu, et elle décida de retourner à l'école, et elle y alla le matin avec sa tante. Mais elle restait inquiète à cause de la poche médicale et avait peur que quelqu'un lui pose des questions à ce sujet. Et elle remarqua déjà les regards étranges de certains camarades, et elle se sentit mal à l'aise, et quand elle commençait à s'effondrer psychiquement, elle voyait son père de loin apparaître encore et encore vêtu du costume de sa poupée préférée, pour lui donner un peu de sécurité et briser sa solitude, et il demanda aussi à la direction de l'école d'éloigner temporairement d'elle les enseignants hommes pour assurer son confort. Et le père inventa une solution pratique au problème de sa fille quand il lui acheta un sac rose et le remplit de chocolat afin qu'elle le place près de la poche médicale. Et si quelqu'un lui demandait ce que c'était, elle répondait avec confiance que c'était un sac de friandises. Quand ses amis lui posèrent droit à la question, son répondit ainsi, et leur distribua le chocolat en marchant avec eux vers l'école, puis elle commença à soupçonner que la personne qui se trouvait dans le costume de la poupée pouvait être son père. Alors elle apporta le costume à la boutique de sa mère, et lui demanda à ce sujet, et la mère lui dévoila le masque pour que le père apparaisse trempé de sueur à cause de la chaleur. Alors son s'approcha de lui doucement, et essuya sa sueur. Et à cet instant, la distance émotionnelle entre elle et son père commença à se refermer, et le sentiment de sécurité revint près de lui. Et plus tard, un officier appela le père de son, et l'informa que le dossier commençait à s'affaiblir à cause de l'affirmation du criminel, selon laquelle il n'était pas stable physiquement ou mentalement, et qu'il ne se souvenait de rien, et que cela pourrait imposer la présence de son pour témoigner directement au tribunal. Et le père de son savait que la présence de sa fille ne convenait pas à son état psychique, mais il ne trouva pas d'autre choix, et décida d'aller en prison pour confronter le criminel. L'accusé tenta de se montrer innocent, et prétendit que celui qui commet une telle crime est plus bas qu'un animal, puis il proposa un compromis en disant qu'il paierait ce que le père de son voudrait lorsqu'il sortirait de prison et serait acquitté. Alors le père comprit à sa contradiction qu'il était mentalement équilibré et que ses prétentions étaient mensongères, et le criminel ne s'arrêta pas là, car il le menaça en disant que sa sortie de prison était proche et qu'il pourrait recommencer son acte abject une autre fois même avec sa fille. Ces mots, firent exploser la colère du père et il se jeta pour tenter de briser la vitre de séparation dans un moment de perte de contrôle. Et au tribunal, son fut appelé pour identifier celui qui l'avait agressé, et le criminel fut reconnu coupable, mais la peine ne fut que de 12 ans de prison, malgré l'horreur du crime, et cela suscita la colère des personnes présentes et poussa le père à une vague de vengeance au point qu'il faillit s'en prendre au criminel. Mais son saisit son père et le supplia de rentrer à la maison avec elle, alors son amour pour elle l'emporta sur sa colère et il la serra fort dans ses bras et renonça à l'idée de se venger du criminel. Après plusieurs mois, la mère de son mit au monde un nouveau bébé qui devint le frère de son et de l'extérieur. Il semblait que la vie reprenait son cours normal, mais à l'intérieur, la mémoire du passé continuait de faire souffrir son, qui, chaque fois qu'elle passait près du lieu de l'incident, n'arrivait pas à oublier. Pourtant, la présence de son petit frère lui donna une nouvelle raison de s'accrocher à la vie. Ne relâchez jamais la garde et la protection de vos jeunes enfants avec toute la force dont vous disposez, car il vit parmi nous des loups humains dont les cœurs sont plus durs que la pierre et les loups sont peut-être plus cléments qu'eux. Au revoir.